Bonjour et bienvenue sur la plateforme Tuban Alpha Draconis, dédiée à la désimplantation d'énergie et d'entités toxiques, ainsi qu'à la formation des artisans et des guerriers de lumière. Je m'appelle Valérie et je vais vous présenter en quelques minutes l'essentiel de ce que sont la désimplantation et un programme de lumière, que ce soit celui d'un artisan ou d'un guerrier. Beaucoup d'énergéticiens vous parlent d'énergie, ce qui est assez cohérent, mais quasiment tous vous parlent de l'énergie comme source de vie, d'épanouissement, de guérison. La plupart des livres ou des vidéos mentionnent les mains de lumière, l'énergie Kundalini, donc l'énergie sexuelle, source de vie et de création, ou encore l'énergie captée par diverses techniques comme le Reiki. Très souvent, il est question d'élever sa vibration et d'atteindre les plans de conscience supérieurs qui vont élargir vos potentialités par l'utilisation de lois universelles du type la loi d'écho, la loi d'attraction, tout en vous reconnectant à une source de lumière. Viennent ensuite des techniques pour aider la personne dans cette montée vibratoire d'élévation de conscience, l'ancrage, l'alignement du hara, le recalage du point d'assemblage, la restructuration du champ et des chakras, etc. Parfois, ils sont associés quelques notions d'anatomie ou de physiologie subtile. Alors ces éléments ont bien évidemment tout leur sens, et je suis la première à les pratiquer. Néanmoins, à mon sens, ils sont déjà incomplets, et ensuite réducteurs, car ils omettent une partie importante du monde de l'énergie. En effet, si vous réfléchissez, nous vivons dans un monde de dualité. Le froid s'oppose au chaud, le grand s'oppose au petit, la lumière à l'obscurité, le jour à la nuit, etc. Et les orientaux l'ont synthétisé par le yin et le yang. Le yin s'oppose au yang, mais il est aussi son complémentaire. Vous n'avez pas de chaud sans froid, vous n'avez pas de jour sans nuit, etc. Et ça fonctionne aussi comme ça dans l'énergie. Toutes les religions et toutes les cosmogonies s'articulent autour d'une source de lumière et d'une source d'obscurité qui sont à la fois complémentaires et en opposition. C'est le fondement de la lutte du bien contre le mal et de tous les récits héroïques de toutes les mythologies. Alors de mon côté, je vais vous parler de ce qui occupe mes journées et mes nuits parfois, le côté obscur de la force, et les interactions entre la lumière et l'obscurité, qui occupent tous ceux qui sont au service de la lumière et qui doivent gérer justement ce côté obscur. Mais avant tout, qui suis-je pour vous parler de tout ça ? Alors je suis issue d'une lignée différente. Mon arrière-grand-mère était exorciste, avec un don inné pour voir et maîtriser l'énergie. Elle a passé sa vie à gérer des entités, à briser des sortilèges, à faire des amulettes de protection, etc. Bon, c'était il y a quand même un petit moment. Elle a transmis le don à sa lignée, ma grand-mère, et puis mon père, que voilà. Et ils l'ont utilisé d'une façon un peu différente. Je suis la génération suivante, avec le même programme que mon aïeul, un programme centré sur les entités, leur gestion et l'extraction des implants toxiques, donc la boucle est bouclée. Alors je viens de parler d'exorcisme, je voudrais cadrer tout de suite. Déjà, c'est un terme hyper connoté, que de nombreux films, d'horreur notamment, ont repris, avec des thématiques un peu diverses, mais le plus connu c'est justement le film L'Exorciste. La vision hollywoodienne, alors faut être clair, c'est pas du tout la réalité, en tout cas pas ma réalité. Vous oubliez tout de suite la croix et l'eau bénite, même si je sais qu'il y a des prêtres exorcistes qui utilisent ces outils pour opérer eux aussi des désimplantations. Vous oubliez aussi les serpents, ou les crapauds, qui sortent de la bouche des victimes, et vous oubliez finalement les têtes qui tournent là, à 360 degrés comme des petits moulins. Sur le fond, en revanche, ça se rejoint. Il s'agit d'extraire du corps de la victime un certain nombre d'énergies parasites qui l'empêchent de fonctionner, voire qui la maltraitent, et essaye de prendre sa place à un degré ou à un autre. Les séances ressemblent néanmoins beaucoup plus à ça. Personnellement, j'utilise quasiment pas le terme exorcisme, car il fait souvent peur aux gens et il est beaucoup trop marqué. Je préfère celui de désimplantation, puisqu'on extrait des implants, des éléments qui tentent de s'implanter dans un corps. Pour résumer, il va donc s'agir d'extraire tous les implants nuisibles. On est donc dans la désimplantation des énergies et des entités toxiques. Mais alors finalement, maintenant, la question qui se pose, c'est qu'est-ce que c'est qu'un implant ? Donc un implant, il y en a plusieurs formes. Il y a ce qu'on peut assimiler à des parasites éthériques, un peu comme des tiques. Bon là, mon image est plutôt celle d'un pou, mais ça revient un peu au même. Ça se colle à vous et ça suce votre énergie pour se nourrir. Vous vous en rendez pas forcément compte, vous êtes juste fatigué tout le temps, sans forcément comprendre pourquoi.
La deuxième catégorie, c'est celle des âmes perdues ou des âmes perverses qui sont un peu plus costauds selon les cas. Qu'est-ce que c'est? Finalement, lorsque quelqu'un meurt, son corps physique retourne à la matière et sa conscience, qui est immortelle, se dégage progressivement de la matière pour repartir d'où elle vient. Parfois, lorsque durant sa vie, la personne a accumulé beaucoup de remords, de rancœur, de jalousie, de haine, en fait tous les sentiments qui ne sont pas terribles, elle n'accepte pas le processus et se retrouve volontairement bloquée entre deux mondes, entre deux plans, entre deux états. Souvent, elle s'accroche à la personne vivante qui a déclenché ces sentiments forts et elle lui pourrit la fin de sa vie. Elle peut aussi errer un certain temps avant de s'accrocher à n'importe qui parce qu'elle aussi, elle a besoin d'énergie. Alors, il y a d'autres cas de figure que je ne développerai pas ici parce que là, l'enjeu, c'est juste que vous compreniez un peu comment ça marche. Et au final, cette énergie qui est consciente va s'accrocher et parasiter vos systèmes en les empêchant dès lors de fonctionner correctement dans la matière. Je me souviens d'une dame en particulier qui avait porté sa mère pendant 30 ans sur ses épaules et qui avait développé une paralysie partielle, inexpliquée, mais des épaules justement. Une fois ce qui restait de sa mère enlevé, les symptômes ont disparu. Un des centres d'accroche privilégiés, c'est le plexus solaire, donc c'est-à-dire au niveau de votre estomac, avec des angoisses, voire des nausées associées, et souvent une perte de contrôle émotionnel dans certains contextes, notamment lorsque vous ingérez l'alcool. La troisième catégorie, c'est celle des inductions mentales. Alors, essayez de voir ça comme un système de voiture télécommandée. Vous avez une énergie qui envoie en vous un capteur, sous forme d'implant, dans un ou plusieurs de vos systèmes, et qui garde la télécommande en main. Ça lui permet de vous téléguider et de faire de vous finalement ce qu'elle veut, en vous faisant croire que vous êtes aux commandes. Vous pensez que vous avez votre libre arbitre, et c'était bien votre idée, mais en fait pas du tout. Ça sert les intérêts d'une autre énergie. Alors c'est une forme d'emprise, si vous voulez, qui est assez perverse parce qu'elle est plus difficile à détecter au quotidien. La dernière catégorie, c'est celle des entités, dans toute leur diversité. Qu'est-ce que c'est qu'une entité? Une entité, c'est une énergie consciente qui fonctionne sur un autre plan vibratoire que vous, en parallèle de vous, et qui, pour une raison ou une autre, est intéressée par vous, soit pour se nourrir, soit pour se servir d'un de vos potentiels, latent ou non, soit pour prendre votre place dans l'incarnation. C'est le cas le plus problématique parce qu'en face, vous avez une énergie qui, 1, est capable de se défendre d'une façon ou d'une autre, et 2, dont les intentions sont souvent contraires à votre intégrité. C'est le cas le plus musclé aussi, même si vous vous doutez bien qu'il y a toute une gamme, du plus soft au plus costaud, avec là encore différents degrés d'agressivité liés aux différentes motivations de l'entité. Alors la typologie ne s'arrête pas là, mais l'idée ici c'est de vous donner l'essentiel en simplifiant nécessairement. Donc qui est implanté? Selon mon expérience, quasiment tout le monde, à un degré ou à un autre, à un moment donné ou à un autre. Maintenant, quels sont les symptômes d'une implantation? Alors, une implantation, ça peut se manifester de plusieurs façons. Déjà, vous pouvez avoir des sensations bizarres, une sorte de mal-être inexpliqué, des douleurs physiques localisées dans votre corps, mais aussi des douleurs à quelques centimètres de votre corps. Vous pouvez avoir des nausées, vous pouvez avoir des maux de tête, des vertiges, des crises d'angoisse, des comportements altérés, une certaine agressivité, ou au contraire, vous êtes complètement un légume dans votre canapé, vous êtes en procrastination complète. Finalement, souvent les gens ont quand même l'impression d'être à côté de la plaque, désancrés, désalignés, avec une certaine confusion mentale, et l'impression d'avoir parfois quelqu'un en soi, sans forcément comprendre de quoi il s'agit, avec même parfois une voix qui parle dans leur tête. Donc, en gros, l'enjeu c'est de vous faire passer de ça à ça, et de redonner à la personne son intégrité, qu'elle soit à nouveau le maître d'elle-même, libre et libérée, et que sa conscience soit le seul maître à bord. Comment ça se déroule une manip de désimplantation? Alors, il y a tout d'abord une phase d'extraction de tout ce qui n'a rien à faire là, et puis une phase de purification ou de nettoyage, comme vous voulez. En effet, ces énergies toxiques ont encrassé, congestionné les systèmes éthériques, et il faut enlever ces congestions qui entravent la circulation de l'énergie. La troisième phase, c'est celle de la reconstruction. Il ne faut surtout pas la sous-estimer, parce qu'en s'implantant, l'énergie a créé des brèches dans le champ d'énergie, et toute brèche non comblée servira de voie d'entrée pour une nouvelle intrusion, et la boucle recommence.
En fonction de la sévérité de l'implantation, de la quantité d'éléments intrusifs, de leur nature, et surtout de leur degré d'agressivité, une séance peut durer de 45 minutes à 3 heures environ. Pour certains cas de possession avérée, là je parle bien de possession, avec un changement complet de personnalité, genre votre enfant ne porte plus, je sais pas moi, que des redingotes du 18e, il parle en vieux français, il a développé une passion pour les cafards, ce qui ne ressemble pas du tout à votre fils. Il faut plus, il faut faire plus à ce moment-là, mais c'est quand même extrêmement rare, parce qu'à ce stade, l'entité elle est complètement aux commandes, et elle n'ira jamais voir quelqu'un pour la désimplanter. Donc le seul cas où on voit des gens, c'est à ce moment-là des mineurs. Et comme vous êtes en face d'une entité intelligente, elle n'est pas idiote, elle attendra la barre fatidique des 18 ans pour exprimer son plein potentiel sans danger d'être extraite. Ceux qui gèrent ces entités ont ce qu'on appelle des programmes de guerriers de lumière. Donc maintenant je vous propose d'aller regarder un peu ce que c'est qu'un programme, et puis après ce que c'est qu'un programme de guerrier de lumière. Donc le programme de guerrier de lumière, alors vous pouvez le voir de plein de façons différentes, vous pouvez le voir comme ça, vous pouvez le voir comme ça aussi, ou vous pouvez le voir enfin comme ça. Qui est-ce que ça peut être ? Ça peut être vous, ça peut être votre voisin, ça peut être en fait n'importe qui d'autre, du moment qu'il ou elle sert la lumière. Il y a quasiment autant de programmes que d'individus, mais on peut quand même dégager 3 grandes catégories, dont celle du guerrier, et donc en premier lieu, on peut parler du programme de guérisseur. Alors, c'est le plus évident. Dans guérisseur, vous avez guérir. C'est donc quelqu'un qui est amené à utiliser ses dons, ses compétences, pour aider les autres à guérir. Guérir, ça peut être en parlant, ça peut être en souriant, ça peut être en utilisant ses mains, peu importe. Sa mission de vie est orientée vers les autres et vers la guérison. La deuxième grande catégorie, c'est celle des artisans. Dans artisan, vous retrouvez art. C'est donc quelqu'un qui va créer quelque chose qui va servir le collectif en élevant la vibration. Ça peut être par le biais des arts, justement, la peinture, la sculpture, qui vont vous émouvoir, mais ça peut être aussi des beaux meubles. Certains menuisiers font des œuvres d'art. Ça peut être également par le biais de l'humour, ou des bons petits plats qui vont nourrir votre âme. Ou ça peut être, je sais pas moi, par le soin prodigué à des plantes, à des jardins, des parcs, pour conserver la biodiversité et la beauté de la nature. Le dernier programme, je l'ai déjà mentionné avant, c'est celui des guerriers de lumière. Dans la matière, ce sont ceux qui s'engagent à fond pour une cause. Pensez par exemple, je sais pas moi, à Paul Watson, pour la protection des océans avec son association Sea Shepherd. C'est tous les lanceurs d'alerte, tous ceux qui se battent au quotidien pour les droits de l'homme, contre les abus, la pédocriminalité, on en parle beaucoup. Dans les terres, ce sont ceux qui vont faire face aux entités et aux implants qui nuisent aux êtres vivants incarnés, mais ce sont aussi ceux ou celles qui vont gérer d'une façon ou d'une autre toutes les entités du monde subtil en cas de besoin. Donc en conclusion de cette partie, un programme de lumière quel qu'il soit sert la lumière, c'est-à-dire le beau, le bon, le juste, le vrai. Comment est-ce qu'on en arrive maintenant à assumer ce programme ? Alors la première chose, c'est en se formant. Quelle que soit la formation, en tant que guérisseur, vous pouvez bien évidemment être médecin ou soignant, mais vous pouvez aussi être ce qu'on appelle un coupe-feu, par exemple, par hérédité, ou avoir un don magnétiseur, ou vous former pour faire des soins quantiques avec vos mains en utilisant l'énergie. Un artisan, lui, suivra sa fascination et la poussera jusqu'à ses extrêmes limites pour accomplir le grand œuvre, c'est-à-dire ce qu'il est censé amener sur cette terre. Quant au guerrier, c'est une évidence, il lui faudra encore plus se former parce que notre société cartésienne refuse souvent de voir ce que nos yeux ne perçoivent pas et parce qu'il lui faudra encore plus d'outils pour gérer tout ce petit monde. Dans tous les cas, il est nécessaire de retrouver sa boîte à outils, sachant que chaque incarnation est liée à un programme et aux outils qui lui correspondent. Donc si vous avez déjà fait appel à des artisans, vous savez que la boîte à outils d'un menuisier, c'est pas la même que celle d'un plombier, et elle est encore plus différente que la trousse d'un infirmier. Dans le monde subtil, ça fonctionne pareil. Un artisan n'a pas les mêmes outils qu'un guerrier, et chaque guerrier a même ses outils propres en fonction de son programme. Maintenant la question c'est comment est-ce qu'on se forme et à quoi ? Dans tous les cas, il y a une formation de base qui commence par la maîtrise de sa propre énergie. C'est pas la peine d'aller plus loin si cette étape n'est pas franchie. La sagesse populaire, vous le savez, dit qu'on ne peut donner si notre propre bouteille est vide. Et donc il faut en premier lieu apprendre à élever sa vibration et éviter les déperditions d'énergie. Plus votre niveau vibratoire sera élevé, plus votre potentiel se libérera.
Et justement, la deuxième étape, c'est celle de la libération des blocages, qui entravent la circulation de l'énergie par toutes les cristallisations psycho-émotionnelles, notamment, mais pas que. Libérez-vous de vos chaînes et vous retrouverez votre pleine intégrité. C'est le passage obligé pour à nouveau accéder à soi-même, au plus profond de son être et comprendre sa mission de vie, ici et maintenant. Et une fois que vous avez effectué ce travail, vous pouvez décider d'incarner cette mission. Vous pouvez attendre si vous ne vous sentez pas encore prêt. Dans le premier cas, à ce moment-là, vous pouvez vous resyntoniser avec ce programme et l'aventure de votre vie peut commencer. Cette formation de base, quel que soit votre programme, elle est nécessaire parce que c'est tout au long de ce processus que vous retrouverez votre mission de vie. Maintenant, est-ce que c'est suffisant ? Pas forcément. Si votre programme est celui d'un guérisseur, vous aurez probablement déjà en latence des outils. Rien ne vous empêche de faire une formation complémentaire dans une discipline avec laquelle vous vous sentez en résonance. Ça peut être le Reiki, ça peut être le FT, ça peut être la réflexothérapie, ça peut être ce que vous voulez. Si vous êtes un artisan, à vous de suivre votre fascination. Et selon ce que vous avez prévu, peut-être aurez-vous envie, je sais pas moi, de suivre une formation de peinture, d'ébénisterie, d'herboristerie, d'horticulture, n'importe quoi, ce que vous voulez. Il n'y a pas de limite en fait, seulement celle que vous vous auto-imposez. Et finalement, si vous êtes amené à suivre à incarner un programme de guerrier, il vous faudra impérativement une formation complémentaire qui vous permette de gérer les confrontations subtiles. Et donc une formation de guerrier de lumière. Donc en quoi est-ce qu'elle consiste cette seconde formation et comment se préparer à cette mission de vie-là ? Mais là encore, il y a 4 étapes qui me paraissent fondamentales. Tout d'abord, il faut réactiver les outils de base et réapprendre les techniques associées. Ensuite, il va falloir étudier la typologie et les caractéristiques de ce que vous aurez en face, au sens large, en apprenant à les distinguer et à les percevoir. Il faudra ensuite réactiver vos armes éthériques, qui vous permettront de faire face à toutes les situations dans lesquelles vous vous trouverez, même si, on est bien d'accord, c'est une formation tout au long de sa vie, et vous la continuerez par vous-même tout au long de votre vie, au fur et à mesure de ce que l'univers vous enverra. La dernière étape consiste à retrouver vos alliés, votre équipe, et apprendre à mobiliser toutes ces énergies partenaires, énergie dragon en tête, mais pas seulement. Alors pourquoi est-ce qu'on l'appelle souvent l'énergie dragon ? Parce que la plupart des gens qui la mobilisent la voient sous une forme qui s'apparente à celle d'un dragon dans les terres. Maintenant, espérez pas rencontrer un vrai dragon dans votre jardin. Là, on n'est pas sur le même plan. Donc voilà pour ce tour d'horizon du côté obscur de la force. Sachez que de nombreux guerriers sont incarnés et là pour vous aider au quotidien. En incarnation, ils œuvrent au nom de la lumière, avec un amour inconditionnel et beaucoup de dévouement pour que le principe de vie soit maintenu sur cette planète. Donc si vous sentez que vous avez besoin d'une désimplantation, je vous suggère d'aller à la page correspondante et de prendre contact si vous le souhaitez. Si vous voulez en savoir plus, je vous propose des ateliers d'une journée. Pour les formations longues, que ce soit la formation de base ou la formation de guerrier de lumière, là encore vous trouverez des informations complémentaires sur le site, mais n'hésitez pas à me contacter si ça résonne en vous et si vous êtes prêt à retrouver votre mission de vie et à l'incarner. Au nom des guerriers incarnés, par la lumière, avec amour, pour la vie. Prenez soin de vous.